Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission du Monde en face. Dans les années 60, les hypermarchés ont révolutionné le quotidien des Français. Pouvoir tout acheter sous le même toit au prix le plus bas nous a fait entrer dans la félicité de la consommation de masse. C'était moderne, pratique et accessible à tous. Mais aujourd'hui, le désenchantement et le désamour sont bien réels. Certains prédisent la fin de ces hyper trop grands, trop impersonnels et déshumanisés. Sauront-ils s'adapter à la concurrence d'Internet et des magasins spécialisés? Sauront-ils restaurer la confiance écornée par les récentes crises alimentaires, dont la dernière en date est celle du lait contaminé? Sauront-ils redorer leur image, souillée par les accusations d'étrangler producteurs et éleveurs pour s'assurer des marges confortables? Des questions sous les feux de l'actualité avec le plan de restructuration de Carrefour, annoncé il y a quelques semaines, et le projet de loi alimentation du gouvernement. Nous en débattrons avec mes invités après un documentaire qui retrace l'aventure des hypermarchés dans notre pays. La guerre des hyper ou la loi du plus fort, c'est un film réalisé par François Rabaté. Je vous retrouve juste après, à tout à l'heure. Ça se passe au XXIe siècle. La grande distribution en France, c'est 110 milliards d'euros par an. Et quelques grandes enseignes, toutes françaises, qui se font la guerre. En France, le combat est très dur. C'est un combat de rue, le commerce. La grande distribution, c'est souvent la loi du plus fort. La loi du plus fort et les magasins plus grands. Les géants français de la distribution ont fait des fortunes avec les hypermarchés. Mais aujourd'hui, ce modèle s'essouffle, les modes de consommation ont changé et surtout l'empire du dehors attaque Amazon, le grand prédateur du commerce mondial. La déferlante du commerce électronique oblige les distributeurs français à réagir très vite. Quand on a en face de nous quelqu'un de violent, on réagit, bien sûr. Il faut s'adapter. Si on ne s'adapte pas, on disparaît. La menace de disparition est pourtant bien réelle. En 2016, les hypermarchés ont perdu 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Carrefour, encore récemment numéro 2 mondial, décroche en bourse et se trouve à la merci des marchés financiers. Et chez Leclerc, devenu le leader français, on se met en ordre de bataille. Se battre contre plus gros que soi, comme Amazon, ça ne fait pas peur au centre Leclerc. On a fait ça toute notre vie. La vie dans le capitalisme, mode d'emploi. Dans les années 60, les géants français de la distribution ont tué le petit commerce. Aujourd'hui, ce sont eux qui risquent d'être balayés par plus puissants, plus agressifs et plus innovants. La guerre de la distribution, c'est une guerre économique. Les combattants sont des grands groupes, les uns sont des coopératives, les autres des groupes capitalistes. Tour d'horizon des forces en présence, les géants de la distribution, avec leurs armes et leurs faiblesses. Bonjour, il est 8h45, nous ouvrons le magasin dans 15 minutes. Merci et bonne journée. Le plus célèbre dans le monde entier, c'est Carrefour, le groupe capitaliste par excellence. Ici, c'est un hypermarché Carrefour. En visite, Georges Plassa, le PDG du groupe de 2012 à 2017, il rappelle au présent, comme s'il y était, comment l'hypermarché a été la machine de guerre de son groupe. C'est Carrefour qui développe l'hyper d'une façon assez remarquable et qui prend beaucoup de parts de marché dans ce métier de la distribution parce qu'il a des magasins plus grands, une offre plus large et des prix probablement plus bas. Quand on dit hypermarché, c'est un supermarché plus grand. Et donc, on élargit encore le choix, on baisse encore les prix, on met des galeries marchandes avec des commerces complémentaires et on a un ensemble commercial qui est finalement l'équivalent des centres-villes avec du parking en plus, un accès plus facile et surtout, le temps qu'on veut y passer est très réparti entre le magasin central et tout ce qui se trouve autour. L'hypermarché est une invention française et pourtant il trouve son origine aux États-Unis dans les années 60.
Là-bas, les futurs pionniers de l'hypermarché, Marcel Fournier et les frères Desforêts, des fils de famille de commerçants, découvrent le paradis américain, la consommation pour les classes moyennes qui vont en voiture acheter dans les centres commerciaux, ce que les Américains appellent des malls. Serge Papin est président de Système U. Ça fait 35 ans qu'il travaille dans la grande distribution. Il en connaît bien l'histoire, à commencer par la virée aux USA des Fournier et Desforêts. Il voit des magasins aux États-Unis où il y avait la pouffe vraiment mise en avant dans des grands halls, dans des supermarchés. Et ils ont dit, ah, ça c'est bien, en dehors des villes, avec des parkings, les gens mis en bagnole, avec les caddies, en libre-service, pas mal. Donc ils viennent en France et on va faire la même chose. Sauf que nous, quand même, on est issus des grands magasins, donc on est quand même aussi les spécialistes des casseroles et des sous-vêtements. Donc on va quand même garder notre métier de base. Et ils associent ce qu'ils ont vu aux États-Unis sur l'alimentaire et le non-alimentaire qui était leur métier de base, et ils créent l'hypermarché à la française. L'hypermarché à la française, ça veut dire au moins 4000 m², l'alimentaire et le non-alimentaire ensemble, sous le même toit, des milliers de produits différents et des prix inférieurs de 20% à ceux des concurrents. Très vite, les trois hommes introduisent leur société en bourse. Les marchés financiers, c'est la force de frappe de Carrefour. Ils lui permettent de multiplier les hypermarchés. Mais aujourd'hui, ces mêmes hypermarchés sont devenus un handicap pour Carrefour. La baisse de leur chiffre d'affaires met le groupe en danger. Longtemps numéro 2 mondial, il n'est plus que 5e. Le premier adversaire de Carrefour pour les hypermarchés, c'est le groupe Auchan. Son fondateur, Gérard Mullier, a imité Carrefour. Il a misé sur les hypermarchés. Il ne l'a pas regretté. Aujourd'hui, la famille Mullier, c'est la 4e fortune de France. Dans les années 60, ce fils de famille des industriels du textile ouvre un supermarché à Roubaix, dans le quartier des Hauts-Champs. Ça marche tellement bien qu'il voit plus loin. Et là, Gérard Mullier se dit, je vais faire un grand magasin, je vais faire un hypermarché. Il se procure les plans de l'autoroute qui va aller de Paris à la Belgique. Il achète des terrains pas trop chers, des terrains agricoles pas trop chers aux paysans du coin. Construit les plans de son premier hypermarché qui est un succès phénoménal. Le magasin est à peine terminé que déjà il dépose un nouveau permis pour une extension. Gérard Mullier a l'idée de proposer des emplacements autour de son magasin à des cousins qui souhaitent ouvrir des enseignes de sport, de bricolage ou de restauration. La force d'Auchan, c'est un hypermarché entouré de tout un tas d'enseignes complémentaires appartenant à la famille. Alors lui, il a compris la force de l'immobilier depuis le tout début, et puis il a généré dans sa famille et autour d'Auchan le goût de l'entreprise, ce qui fait que Auchan est aujourd'hui entouré de sociétés qui ont toutes eu à leur tête un membre de la famille et qui sont devenus des leaders. Ça fait donc une activité multimétier autour d'un patrimoine foncier immobilier qui est resté très puissant. Ils ont créé un pacte pour ça qui s'appelle le pacte Tous dans Tout et qui fait que chaque titre des holdings familiales ne peut être détenu que par des personnes étant des descendants directs par le sang des époux Mullier-Lestienne mariés donc en 1900. Donc c'est exclusivement familial. Quand vous quittez par exemple à l'occasion d'un divorce la famille Mullier, si vous êtes ce qu'ils appellent une pièce rapportée, un divorce, vous quittez, vous êtes censé et vous devez rendre vos titres. On vous rachète vos titres. Auchan, c'est un cas unique de capitalisme. Du capitalisme familial. 700 cousins désignent un conseil de gérance qui décide de la stratégie d'ensemble. Si les groupes capitalistes comme Carrefour sont de plus en plus dépendants des marchés financiers, chez les Mullier, la famille est un rempart contre les attaques de la finance internationale. Ça ne dépend pas de divers actionnaires, ça ne dépend que de la famille. Donc l'inconvénient, c'est que ça va lentement, mais ils ont un avantage structurel, c'est qu'ils ne dépendent pas de la bourse, donc ils peuvent se permettre quelques années défavorables pour essayer de rebondir. Les Mullier, par exemple, pour une aversion totale pour la bourse, disent la valeur d'une entreprise n'a pas à être à faire plus 10 un jour, moins 15 le lendemain, parce qu'on a annoncé telle ou telle chose. La valeur d'une entreprise, c'est ses actifs.
On a des chiffres. À Marseille, par exemple, Leclerc est moins cher qu'Hyper Casino. C'est moi qui dis. Oui, mais moi je fais mes courses à Angoulême. À Angoulême, Leclerc est moins cher qu'Intermarché, Auchan, par exemple. Le grand concurrent de Carrefour et d'Auchan. Surprise, c'est un groupement coopératif, Leclerc. Au début des années 60, Édouard Leclerc vient de révolutionner la distribution avec ses centres Leclerc, un réseau de petits magasins pratiquant les prix les plus bas possibles. C'est la bête noire des petits commerçants, mais il a su médiatiser son combat pour le pouvoir d'achat. Leclerc, c'est aussi une histoire de famille, et on aime le montrer. À partir des années 90, Michel Édouard succède à son père à la tête du groupement coopératif. Aujourd'hui, il se souvient de ce virage inattendu qu'a pris son père dans les années 60. Quand Carrefour arrive, à la fin des années 60, c'est quand même un mastodonte, et on est quand même des petites choses. Carrefour arrive avec des capitaux, puis il crée le phénomène hypermarché, et donc d'autres enseignes copient Carrefour, et l'hypermarché, c'est comme une tache d'huile s'étend sur la France, à l'enseigne Euromarché, à l'enseigne Record, à l'enseigne Rallye, etc. Et donc, à l'intérieur du mouvement Leclerc, commerçants indépendants, les plus petits balisent un peu. Et donc, voient mon père et lui dit « mais on est foutu là, face à l'hypermarché, on tiendra jamais avec nos petites surfaces de 300, 500, 1000 mètres carrés. » Et donc mon père, lui, à ce moment-là, préconise de grandir avec Carrefour, faire du judo avec l'adversaire. Et la moitié des centres Leclerc suivent Édouard. Ils veulent rester indépendants, mais ils vont passer du super à l'hyper. On peut y aller ? On peut y aller. La force de Leclerc, c'est sa capacité d'adaptation aux conditions de la guerre. Désormais, son groupement, ce sera hypermarché plus prix bas, un positionnement payant. Encore aujourd'hui, en 2017, Leclerc a continué d'augmenter sa part de marché. La force est puissante en vous, Romain. Aujourd'hui, il a clairement dépassé Carrefour. L'histoire de Leclerc a façonné un exercice du pouvoir très particulier. Le leader charismatique fixe le cap, mais ceux qui décident, ce sont tout de même les adhérents, tous propriétaires de centres Leclerc. Aujourd'hui, c'est l'Assemblée générale de la coopérative du mouvement Leclerc. Et donc, il y a à peu près 600 chefs d'entreprise qui se font représenter, eux, qui viennent pour prendre les décisions stratégiques. Vous venez d'où? Chemillé. Vous venez d'où? De Bordeaux. Saint-Émilion. Saint-Émilion. Ça ressemble pourtant à une classique assemblée générale d'entreprises capitalistes, avec un patron et des actionnaires qui sont d'accord avec lui tant qu'il leur fait gagner de l'argent. Leclerc, c'est une congrégation de capitalistes en réalité. Alors, ils décrivent nos groupes comme des groupes capitalistes parce qu'on va chercher les capitaux sur le marché, mais il n'y a pas plus capitalistes que les adhérents de Leclerc. Leur habit, leur mode de fonctionnement en meute, leur capacité de mutualiser tout ce qui est en amont des magasins et le fait qu'ils ont à leur tête quelqu'un qui prêche la bonne parole pour le consommateur en fait quelque chose de particulier. Mais fondamentalement, ils ont des ressorts similaires aux nôtres. L'objectif, c'est quand même de faire des profits pour alimenter sa croissance, réinvestir dans ses propres affaires, financer aussi la politique sociale qui est indispensable dans nos métiers. La machine de guerre Leclerc a fait la force de ces petits capitalistes locaux, les propriétaires de centres Leclerc. Le cas de ceux des magasins U est similaire. Autrefois, c'était Unico, des petits commerçants indépendants. Puis, ils se sont convertis aux supermarchés et aux hypermarchés. Aujourd'hui, c'est Système U. Et Serge Papin est le président du groupement coopératif. Chez Système U, au fur et à mesure que la concurrence s'est intensifiée, le siège a pris de l'importance. C'est la forteresse, c'est là que se trouve la centrale d'achat. En achetant en gros, elle permet à chaque magasin d'obtenir des prix plus bas. La structure coopérative est matérialisée par ce qu'on appelle ici la centrale, mais les décideurs, ce sont les centaines de propriétaires de magasins, tous actionnaires du groupement.
chaque magasin est autonome, est propriété donc d'une famille, et les outils sont collectifs. Les outils, c'est quoi? C'est la logistique, par exemple, les camions, parce que c'est quand même l'enjeu le plus financier, le plus important, c'est comment on livre les marchandises, les achats, le marketing, la communication. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que le centre de profit soit le magasin, pas la centrale, et que les familles qui sont à la tête de ces magasins puissent en vivre, puissent faire vivre leurs salariés, voilà. Serge Papin fait partie de ces propriétaires de magasins. C'est obligatoire pour être président de Système U. Cet hypermarché, dans une petite ville de Vendée, il en partage la propriété avec sa sœur. Et ça n'est pas rien. Aujourd'hui encore, un hypermarché se vend autour de 50 millions d'euros. Ouais, de langoustine vivante, là. Oui. Ouais, tu le vends, le homard, là? Avec l'hypermarché, ils ont tous gagné beaucoup d'argent. Les propriétaires de magasins Leclerc ou Système U, comme les actionnaires de Carrefour et d'Auchan. Mais aujourd'hui, l'âge d'or des hypermarchés est fini. L'érosion de leur chiffre d'affaires est constante. Les géants de la grande distribution sont obligés de revoir leur modèle de développement. Dans les années 90, le groupe Casino incarne ce réajustement quand il devient un grand groupe de distribution. Quand la mambo fringale titille le mambo morphale, la solution mambo, c'est le repas plateau Casino. L'enseigne créée à Saint-Étienne par Geoffroy Guichard a elle aussi ses hypermarchés, les géants Casino. Mais elle s'y est mise tardivement. Du coup, elle en compte aujourd'hui 2 fois moins que Carrefour et 4 fois moins que Leclerc. Une particularité que Georges Plassat connaît bien, sa carrière dans la distribution a débuté chez Casino en 1982. Casino était une société qui a été en avance. 1898, le premier déploiement des petits magasins alimentaires date de cette époque. La constitution d'une marque propre qui a été remarquable, une des toutes premières de France à l'époque, avec une réputation fondée sur la qualité. Les fritures ne sont bonnes que depuis que Marie les prépare, elle aussi, avec les huiles du Casino. Tu iras dorénavant acheter ton huile au Casino. Quand l'hyper arrive, c'est une nouvelle formule de plus sur laquelle le groupe va un peu caler et va se concentrer plutôt sur ses activités historiques. Ces magasins de proximité étaient une faiblesse. Ils vont devenir une force. L'entreprise familiale Casino est désormais une société cotée en bourse quand, en 1991, Antoine Guichard, le petit-fils du fondateur, ouvre la porte à un nouveau venu qui a compris l'importance des magasins de ville dans la guerre économique. Il s'appelle Jean-Charles Naouri. 1 an plus tard, Naouri devient l'actionnaire principal du groupe Casino. Et pourtant, au départ, il n'a pas vraiment le profil du chef de guerre. Baccalauréat à 14 ans, premier à Normal Sup Sciences, Harvard, doctorat d'État en mathématiques, puis ENA et inspection des finances. Michel Bon a été PDG du groupe Carrefour de 85 à 92, énarque et inspecteur des finances lui aussi. Il est tout indiqué pour évoquer le personnage, disons, étrange qu'est Jean-Charles Naouri. Je connais bien Jean-Charles Naouri, qui est inspecteur des finances comme moi, et qui, vu par moi, est un génie. Alors, ceci étant, je ne suis pas sûr que ce soit agréable tous les jours d'être un génie, hein, mais il m'a toujours beaucoup impressionné. Naouri, c'est l'homme mystère de la grande distribution française, celui dont on parle peu parce qu'il ne parle pas. Mais dans la guerre économique, cultiver le secret est une tactique payante. Jean-Charles Naouri ne parle pas à la presse, car pour lui, il sait très très bien compter, et tout est comptabilisé. Et donc il ne veut pas parler à la presse parce qu'il ne veut rien dévoiler. La stratégie de non-communication de Jean-Charles Naouri, c'est aussi ça. Ne pas s'exposer et ne pas dévoiler de choses à sa concurrence. Directeur de cabinet de Pierre Bérégovoy de 1982 à 86, Jean-Charles Naouri met en œuvre la libéralisation des marchés financiers. Du coup, il connaît ces derniers comme sa poche. Il sait comment on peut bâtir une fortune à partir de rien, juste en s'endettant.
j'ai connu comme fonctionnaire du temps de Jacques Delors et de Bérégovoy. Et c'était un type assez taciturne, il m'en voudra pas de dire assez terne, bien que d'origine de Méditerranée. Et quand il a repris Casino, j'aurais pas mis un copec sur lui. Et justement, il m'a épaté. D'ailleurs, je le lui ai dit. Il a constitué un groupe qui, à l'échelle internationale, pèse, ce qui suppose quand même de lui reconnaître une vision, une capacité de tenir la distance et un vrai projet. En 2000, Casino rachète Monoprix, Franprix et Leader Price. Carrefour et Auchan ripostent en lançant leur propre magasin de ville. Les géants français se repositionnent sur le magasin de proximité ouvert jusque tard, 7 jours sur 7, avec des produits tendance pour une clientèle urbaine aisée et des packagings pour tous les types de familles. Et dans la foulée, des magasins thématiques, bio par exemple. 2000, c'est aussi l'année où Casino rachète Cdiscount, le pionnier du commerce électronique, car au même moment, Amazon crée sa filiale française. Les magasins de ville d'une part, le e-commerce de l'autre, de nouveaux territoires viennent peu à peu remplacer ceux qui ont fait pendant un demi-siècle la fortune des géants de la distribution. Les territoires de la distribution bougent en permanence. Un jour peut-être les places de marché seront complètement numériques, mais aujourd'hui les places fortes des géants de la distribution, ce sont encore les magasins et leur valeur, c'est d'abord leur emplacement. Si vous avez un mauvais emplacement, quand bien même vous serez un très bon distributeur, ça sera beaucoup plus dur. Donc l'emplacement est essentiel. Donc le génie des emplacements, ça existe. C'est là d'ailleurs que les entreprises historiques ont un certain avantage sur les autres. Même si les autres peuvent attaquer en permanence ces sites historiques ou les assaillir régulièrement avec des banderilles, avec des petits formats, avec des moyens formats. Donc de ce point de vue-là, les entreprises qui ont duré ont en général des emplacements magnifiques. C'est la rente sur laquelle les géants de la distribution ont construit leur domination selon une logique d'expansion territoriale. Carrefour à partir de Rhône-Alpes, Leclerc de la Bretagne, Auchan du Nord, Casino de Saint-Étienne et Système U du pays nantais. En 30 ans, ils ont édifié partout leurs supermarchés et hypermarchés. Une véritable colonisation du territoire avec des effets dévastateurs sur les paysages qu'elle a marqués physiquement en bétonnant le territoire à coups de zones commerciales passe-partout, sur les centres-villes qu'elle a vidés d'une grande partie de leurs commerçants. Anne Perrault est économiste. Elle a été pendant 8 ans vice-présidente du Conseil de la concurrence. Elle rappelle l'époque où le pouvoir politique tentait d'éviter ces effets négatifs en limitant l'expansion de la grande distribution. Le politique, souvent sous l'impulsion de lobbies relativement efficaces, cherche à protéger le petit commerce de cette nouvelle forme, cette nouvelle manière de distribuer les produits qu'est la grande distribution. Et donc, pendant toute une période, on assiste à un espèce d'empilement de réglementations qui sont là pour empêcher la grande distribution d'arriver sur le marché. Alors c'est vrai de la loi Royer, ça c'est 1973, c'est vrai de la loi Raffarin, ça c'est 1996, donc c'est un peu plus tard. C'est vrai de la loi Galland. Donc toutes ces lois se sont empilées les unes sur les autres et finalement ont abouti à fabriquer un paysage qui voulait être extrêmement verrouillant à l'égard de la grande distribution. Pour implanter un nouveau magasin, il faut alors l'autorisation d'une commission composée de professionnels du commerce et surtout d'élus locaux. Dans la guerre économique, souvent tous les coups sont permis. Pour chaque nouvelle implantation, c'est la porte ouverte à la corruption. D'un seul coup, nos chers élus locaux ont eu le droit de vie ou de mort sur l'implantation ou non d'une nouvelle grande surface. Ils se sont aussi rendus compte que leur signature prenait de la valeur et s'est mis en place un système de corruption quasi généralisée où il fallait payer pour obtenir une signature. Et donc, Leclerc l'a lui-même dit, et Michel-Édouard Leclerc a dit, dans plus d'un cas sur deux,
lors de l'implantation d'un hypermarché, il y a eu corruption politique. C'était de l'ordre de 1 million, 2 millions d'euros pour l'implantation d'un hypermarché pour une signature. Il y avait 3 niveaux d'autorisation successifs, un niveau départemental, un niveau national et un niveau ministériel. Il s'est trouvé certainement des personnes pour arriver à convaincre l'un de ces niveaux que c'était ça qu'il fallait faire plutôt qu'autre chose. Et avec les moyens que la morale réprouve. Voilà. Mais je vous parle d'un lointain passé maintenant, sûrement. Les marques que vous aimez, elles sont ici, elles sont toutes là. Pour éviter le micmac des autorisations, les grands groupes capitalistes ont assez vite choisi de conquérir de nouveaux territoires en rachetant carrément d'autres enseignes. Il s'est présenté l'occasion d'acheter un de nos concurrents historiques, qui était Euromarché, et ça nous a donné un magnifique levier de développement en France et un magnifique levier de rentabilité aussi, parce que lorsqu'on mettait un magasin Euromarché aux normes de rentabilité d'un magasin Carrefour, ça rapportait beaucoup d'argent. C'est la loi du plus fort, du plus riche, la concentration dans quelques grandes enseignes grâce à la disparition d'autres, mortes ou avalées. Quand j'étais jeune, je faisais où mes courses? Chez Rallye. L'enseigne n'existe pas. Plus. Chez Félix Potin. L'enseigne n'existe plus. Chez Euromarché. L'enseigne n'existe plus. Chez Montlore. L'enseigne n'existe plus. On pourrait lister comme ça un grand nombre d'enseignes. Le cimetière des marques de distributeurs qui ont disparu est bien rempli. Le cimetière des enseignes de distribution est peuplé de gens qui étaient très performants, mais qui n'avaient plus de raison d'être. Soit parce qu'ils vendaient trop cher, soit parce qu'ils ont fait du fric, et puis le consommateur a zappé. Les économistes appellent ça une consolidation du marché. C'est tout simplement une réduction du nombre de ses acteurs. Les stratégies d'alliance accentuent encore cette concentration. En 2014, pour obtenir les mêmes prix que Carrefour et Leclerc, les autres gros bras de la distribution regroupent leurs centrales d'achat. Casino avec Intermarché, Système U avec Auchan. La puissance des centrales d'achat grandit et ça et là, en dehors des villes, apparaissent les nouvelles forteresses des géants de la distribution, des entrepôts de plus en plus automatisés et robotisés. Ainsi, la grande distribution est aujourd'hui ce qu'on appelle un oligopole, un petit club franco-français de concurrents bénéficiant d'une rente de situation, un territoire protégé. Le protectionnisme, il est inscrit dans la loi. Quand on dit que pour s'implanter, il faut d'abord passer par les fourches codines d'une commission qui va regarder votre dossier, dans laquelle siègent vos concurrents et dans lequel, in fine, on va vous donner l'autorisation ou pas de venir vous implanter sur un territoire donné, évidemment, alors on peut appeler ça du protectionnisme, c'est des barrières à l'entrée, d'une manière plus générale. C'est tout à fait un oligopole franco-français pour une raison relativement simple, c'est que ces barrières à l'entrée, elles ont agi aussi vis-à-vis des distributeurs étrangers et en particulier vis-à-vis de ce qu'on appelle les hard discounters. Ces fameux hard discounters qui étaient souvent allemands, en tout cas qui venaient du nord de l'Europe, ont eu énormément de difficultés à s'implanter. La France est l'un des pays dans lesquels les hard discounters se sont le moins implantés en Europe. Et donc évidemment cette animation concurrentielle n'a pas eu lieu. Et donc, ça n'a pas non plus stimulé beaucoup la concurrence entre les enseignes, les marques de distributeurs qu'on connaît et qui ne sont pas des hard discounters. Depuis le début des années 2010, les règles d'implantation de grandes surfaces sont assouplies. La porte est davantage ouverte à de nouveaux entrants. Aujourd'hui débarque en France un géant de la distribution, l'américain Costco, deuxième mondial, chiffre d'affaires 100 milliards d'euros, une formule à mi-chemin entre l'hypermarché et le club entrepôt de hard discount genre métro. Après un premier refus en 2013 en Seine-et-Marne, Costco obtient l'année suivante une autorisation d'implantation dans l'Essonne pour un magasin entrepôt de 12 000 mètres carrés, autrement dit une sorte d'hypermarché. Son parcours dans la réglementation française, le responsable de Costco France le considère avec un regard typiquement nord-américain.
Il y a plus de règles qu'en Amérique du Nord, mais je vous dirais que c'est très différent. Je vous donne un exemple. Je veux dire, si on veut s'installer dans une commune, ici, on va demander d'avoir l'autorisation du maire. Tandis qu'au Canada, je vous donne un exemple. Si vous êtes propriétaire d'un foncier qui est zoné commercial et on décide qu'on fait affaire ensemble, mais ça reste entre nous. Pour nous, ça a été un dossier qui a été très éducatif parce que ça m'a permis de comprendre un peu les lois de la France, comprendre les commissions, les différentes commissions. Donc, si c'est ça les règles, donc nous, on va définitivement s'y mettre. On va travailler fort à vraiment respecter tout ce qu'ils vont nous demander de faire afin de pouvoir ouvrir le plus de Costco possible puis le faire découvrir aux consommateurs français. Le premier Costco en France ouvre à l'été 2017, en grande pompe, avec les officiels de circonstance. Par les temps qui courent, 200 emplois, ça ne se refuse pas. Pour les leaders français de la distribution, ça semble marquer la fin des territoires protégés, mais relativisons. Costco, qui a besoin de grandes surfaces, s'implante dans des zones périurbaines. Et désormais, pour nos géants français de la distribution, les nouveaux champs de bataille, ce sont les centres-villes. Quand tout le monde ne jurait encore que par les hypermarchés, Jean-Charles Naouri a misé sur le cœur de métier de Casino, le commerce de proximité. Les enseignes Franprix et Monoprix étaient devenues ringardes, il les a adaptées au goût du jour. Pour éviter tout abus de position dominante sur les marchés les plus profitables, Paris et les grandes villes, l'autorité de la concurrence l'a obligé à revendre des magasins à ses concurrents. Alors avec un temps de retard, les autres enseignes misent elles aussi sur les petites et moyennes surfaces en centre-ville, pour lesquelles l'argument premier n'est pas le prix bas, mais une présence adaptée à la vie dans les centres urbains. Ils font le même métier, mais ils le font plus finement. Le patron du groupe Casino parlait d'un commerce de précision. Voilà, on est beaucoup plus précis dans l'approche du consommateur. Donc c'est déjà une évolution significative. Un des grands défis auxquels la grande distribution est en train d'essayer de s'atteler, c'est de répondre à la démassification de la société. Nous sommes de plus en plus différents les uns des autres, dans nos goûts, nos attentes, nos comportements. Et donc continuer à nous servir la même soupe à tous, ça perd un peu en efficacité, en quelque sorte. Et culturellement, pour des entreprises qui ont toujours joué sur la masse, sur les volumes, accepter que leur avenir sera fait de l'addition de petites choses, pour eux, c'est déjà une révolution culturelle. Les géants des hyper se sont quand même préparés à l'érosion de l'hypermarché dans l'Hexagone. Dans les années 80, ils se sont lancés à l'assaut de nouveaux territoires à l'international. C'est ainsi que nos grands groupes capitalistes ont commencé à conquérir le monde. 341,040 farmers work every day for Carrefour to deliver directly fresh fruit and vegetable product. There's a trust. We call it Carrefour. On a fait toute une réflexion avec les frères Desforêts, avec l'équipe de direction, c'est-à-dire les directeurs pays, pour arriver à la conclusion qu'au fond, l'hyper était surtout un modèle pour des pays en train d'entrer dans la consommation de masse. Ce qui avait été le cas de la France dans les années 60, 70, mais ce qui allait l'être de moins en moins. Alors on a développé l'Espagne d'une façon extraordinaire. Je pense que quand je suis arrivé, il devait y avoir 14 magasins. Quand je suis parti, on devait en être à une cinquantaine. C'était énorme, quoi, et très profitable. On s'était beaucoup développé au Brésil. On était devenu le numéro 1 du Brésil en matière de distribution. On avait fait la même chose en Argentine. Et ça nous donnait un très fort développement. Et un très fort développement qui était relativement soutenable parce que l'ouverture d'un magasin générait pas mal de trésorerie qui permettait de financer celui d'après, etc., etc. Donc on pouvait se développer à un rythme relativement rapide sans aller chercher de l'argent à l'extérieur et donc sans diluer le capital familial. Cette opportunité n'est pas passée inaperçue dans le paradis du capital familial, autrement dit Auchan, toujours désireux de s'inspirer du grand concurrent Carrefour. Les muliers qui étaient en Pologne et qui regardaient de près ce qui se passait en Russie, dès qu'ils ont compris que la situation était en train de se stabiliser, ils y sont allés. Et évidemment, ils y sont allés à la mulier. Là où Carrefour et Walmart avaient loué des bureaux dans des tours de verre à l'équivalent de la City moscovite, les muliers n'ont rien fait de tout ça.
Ils ont envoyé des stagiaires d'écoles de commerce dans des familles pour voir comment les Russes mangeaient, le rythme des repas, qu'est-ce qu'ils achetaient, ce qu'ils n'achetaient pas. Ils ont ouvert un premier magasin, évidemment en passant par la case corruption. Et donc les millions étaient très réalistes en Russie, très pragmatiques et puis très malins. Si vous regardez aujourd'hui les plus gros Auchan dans le monde, en termes de chiffre d'affaires, ceux qui font 350 millions d'euros, par exemple, c'est considérable. 350 millions d'euros, ils sont tous à Moscou. C'est un modèle qui se globalise, on est en pleine mondialisation, on n'a pas des frontières, on ne reste pas entre soi dans l'hexagone. C'est un modèle qui aura les mêmes conséquences chez les autres que chez nous. Et donc, finalement, c'est un modèle capitaliste, mondial, financiarisé, qui veut que tout pour l'actionnaire et rien pour les autres. Suivant cette logique, un déclin du modèle de l'hyper en France pourrait inciter certaines enseignes à se recentrer sur les territoires lointains pour le plus grand profit de leurs actionnaires. En effet, à l'échelle de la géographie mondiale des hypermarchés, la France est vraiment toute petite. On aurait pu se dire, au fond, moi je suis un spécialiste de l'hyper, je veux rester sur l'hyper, donc je vais bazarder la France, vendre le mieux possible la France, et puis je vais utiliser cet argent pour me développer plus vite en Chine, plus vite en Inde, plus vite ailleurs. Je pense que c'était un choix possible, quoi. Je ne sais pas si c'était un choix facile. Une interrogation qui résonne encore plus aujourd'hui avec le déclin des hypermarchés et la nouvelle guerre économique qui débute. Car depuis les années 2000, Amazon tisse patiemment sa toile, maillant le territoire avec ses entrepôts et ses centres de distribution. Une menace que pendant longtemps les géants français de la distribution n'ont pas semblé prendre au sérieux. Il est vrai qu'ils étaient surtout occupés à se battre dans la guerre des prix. La guerre, c'est l'ADN de Leclerc depuis l'ouverture du premier magasin en Bretagne. Et c'est le fils, Michel-Édouard, qui incarne le double combat de Leclerc, vendre de tout au prix le plus bas. Quand il rejoint le groupement Leclerc, au début des années 80, après des études d'économie et de sciences politiques, c'est avec les carburants qu'il fait ses premières armes. Il va y endosser avec une certaine délectation le rôle de l'empêcheur de tourner en rond. Évidemment, les syndicats de commerçants amener les petits pompistes, les pharmaciens à passer à la télé au journal de 20h chez Jean-Pierre Pernaut, Leclerc va nous tuer, donc on était les méchants. Donc pour pouvoir gagner cette bataille, il fallait la rendre populaire. Et donc la communication, c'était une manière de dire directement aux consommateurs, mais l'essence, on peut vous la vendre 15 centimes moins cher. Et les médicaments, 20% moins cher, en tout cas la parapharmacie, les sucrètes. On a oublié que les cotons-tiges étaient vendus qu'en pharmacie. On a oublié que l'eau de Badois était vendue en pharmacie. Tout ça, c'est des combats de Leclerc. Les préservatifs, c'était vendu que en pharmacie et au prix fort. Et alors là, je dois dire qu'on a gagné cette bataille, mais hélas, c'est le sida aussi qui nous a fait... que les pouvoirs publics ont compris que c'était un peu idiot de les confiner en officine. On a créé un site utile pour les gens, qui est le moins cher.com. Un site où l'on peut comparer 550 000 prix chez 8 distributeurs pour vérifier qui est vraiment le moins cher. Après être passé en force et avoir lutté pied à pied sur le terrain juridique, Michel-Édouard Leclerc profite d'un assouplissement de la réglementation pour lancer la publicité comparative. Parce que c'est utile de savoir qui est le moins cher.com. C'est nous qui avons fait changer la loi, c'est nous qui avons obligé les industriels à lâcher le pied, c'est nous qui avons obligé nos concurrents à cramer des marges pour s'aligner sur le prix. Et en plus, la création de comparateurs, des premiers comparateurs publicitaires, a rendu public ces écarts de prix. Et évidemment, ça a tout fait pour donner des boutons à Monoprix, à Casino et même à Carrefour. Vous savez qu'il y a trois sortes de mensonges. Il y a les petits mensonges, il y a les moyens mensonges et il y a le comparateur. C'est pour rire, mais Leclerc dit toujours qu'il est le moins cher. Tant mieux, moi je suis d'accord. Alors, t'es le moins cher, tout va bien, pas de problème. Hein. Maintenant, je suis pas sûr que les comparateurs faits par une enseigne et donc qui est jugé parti soient très crédibles. Leclerc, c'est celui qui pousse à changer les règles. Inséparable de la guerre contre les concurrents, il y a la guerre contre la loi, d'autant plus que celle-ci est faite de volte-face.
Depuis des lustres, les rapports entre l'industrie et le commerce sont conflictuels. Donc il y a eu beaucoup de lois pour essayer de réglementer ces rapports industrie-commerce. Soit vous voulez faire une loi plutôt pour l'industrie. Vous allez favoriser l'industriel. C'est bon pour l'économie des industriels et pour l'emploi industriel. C'est mauvais pour le consommateur, parce qu'il n'y a pas de guerre des prix. Si vous fonctionnez comme ça pendant 6, 7, 10 ans, après, vous avez un ministre qui va dire « Moi, ce que je veux, c'est favoriser le consommateur ». On va donner un petit peu plus le pouvoir au distributeur, qui va se lancer dans une guerre des prix parce qu'il pourra le faire grâce à cette nouvelle loi. C'est bon pour le pouvoir d'achat, mais c'est mauvais pour l'industrie. Donc vous devez trouver un équilibre à qui je vais faire plaisir, finalement. À l'emploi ou au pouvoir d'achat. Et l'équilibre, il n'est pas simple à trouver. En 1996, le balancier repasse du côté des industriels. C'est la loi Galland. Pour empêcher les pressions excessives des distributeurs dans les négociations, ce sont les fournisseurs qui vont fixer le prix minimum de vente de leurs produits dans les magasins. La loi Galland, ça a fait grimper les prix en France, et notamment au moment du passage à l'euro, on a imputé à l'euro cette inflation, alors qu'en fait c'est une loi bien française qui a, avec la complicité des pouvoirs publics, sous l'égide des pouvoirs publics, organisé une inflation structurée et issue d'une législation. Au passage, s'il n'y avait pas eu cette loi pendant un moment, il n'est pas certain que nous, on soit encore là de cette façon-là, parce que ça nous a aidé aussi parce que la loi Galland a signé l'armistice de la guerre des prix. Donc ça a permis de réguler les choses. Pour combattre la loi Galland, Michel Édouard fait flèche de tout bois. Il lance le ticket Leclerc, qui est une ristourne déguisée. Sur le modèle des marques de distributeurs inventées il y a longtemps par Casino, il généralise sa marque repère, dont il peut fixer les prix librement. Puis il lance une série d'affiches à la manière de mai 68. Enfin, il interpelle publiquement le nouveau président de la République qui vient de faire campagne en promettant d'être le président du pouvoir d'achat. C'est Nicolas Sarkozy que j'ai ciblé en l'interpellant publiquement et en lui disant « Monsieur le Président, 15%, c'est pas votre code de popularité, c'est le taux d'inflation sur le camembert président. » Un truc un peu gros de balai, là, un peu banal, mais n'empêche que ça s'est vu. Hein. C'est lui qui m'a convoqué. Et quand je lui ai montré que la loi française pénalisait les consommateurs, il m'a dit ça devient mon affaire, c'est plus votre affaire. Et il a créé la loi de modernisation économique qui a obligé les industriels à laisser les distributeurs baisser les prix. Donc là, oui, la LME a permis aux distributeurs de faire la guerre des prix. Résultat, les industriels s'en plaignent, probablement à juste titre, parce que là, ils disent guerre des prix, c'est mauvais pour mes marges. Il s'en est suivi des cris d'orfraie dans le monde industriel, des cris d'orfraie à la Fédération du commerce et de la distribution. Nous y sommes allés à fond. Alors, inutile de vous dire qu'on ne s'est pas fait que des copains et qu'on est devenu très vite le bouc émissaire de ce qu'à tort, d'ailleurs, on a appelé la déflation, parce qu'à l'époque, c'était juste un alignement des prix français sur les prix européens. Votée en 2008, la loi de modernisation de l'économie, alias la LME, redonne aux distributeurs l'essentiel du pouvoir. Les centrales d'achat redeviennent les forteresses de la guerre des prix, les lieux de la domination. C'est une loi qui favorise la puissance de négociation des plus puissants distributeurs. Et donc, en face des plus puissants industriels. Dans la LME, on négocie de la même manière avec, par exemple, Nestlé, qu'avec l'assiette bleue de Pouzauges, qui vend du poisson frais pané,
Et chez qui, nous, on va représenter 15% du chiffre. Donc, si l'acheteur fait son boulot, ce que lui donne le droit de la loi, au petit, il va lui dire, écoute, l'année prochaine, si tu fais pas ce qu'on te dit, on va te déréférencer. Et à ce moment-là, il dépose le bilan, puisqu'on va représenter, n'importe quel distributeur représente chez lui 15 ou 20% du chiffre d'affaires. Un gamin de 5 ans comprendrait ça. Et en revanche, voilà, c'est pas du tout la même chose si on discute avec un grand groupe international. Le référencement, c'est l'instrument de la domination des grands distributeurs à travers leurs centrales d'achat. Car dans les rayons d'une grande surface, le nombre de marques pour un type de produit est limité. L'essentiel des places sont prises par les 2 ou 3 leaders du marché, les 2 ou 3 moins chers et la marque de distributeur. Du coup, les autres fabricants se battent entre eux pour le petit nombre de places restantes. Dans les box des centrales d'achat, les acheteurs et leurs fournisseurs négocient. On raconte que c'est souvent très tendu et même pire, toutes sortes d'intimidations. Il faut arrêter les poncifs dignes des années 70 en disant c'est tout le monde debout, ils ont monté le chauffage exprès. Non, là, il faut arrêter. Mais oui, il y a des comportements qui ne sont pas légitimes. Oui, il y a des attentes qui sont trop longues. Oui, il y a des prises de rendez-vous annulées. Oui, il y a... J'ose espérer que ça s'améliore. De temps en temps, j'entends que oui, de temps en temps, j'entends que non. En tout cas, le concert de critiques est tel que fin 2016, la Fédération du commerce et de la distribution, le syndicat professionnel, établit une charte pour des négociations plus respectueuses et apaisées. On peut y voir un aveu implicite de pratiques plus que limites. Comment dire? La famille C est une famille. Toute la semaine, elle entend parler du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat est le thème préféré des médias et des hommes politiques. La guerre des prix peut être séduisante pour le consommateur, c'est le pouvoir d'achat. Mais elle fait des dégâts collatéraux dans toute la société. Première victime collatérale, les petits commerçants décimés par les premières batailles de la guerre des prix dans les années 50 avec le discount d'Édouard Leclerc et dans les années 60 avec la déferlante des hypermarchés. Ils ont tenté de résister, en vain. Mais au-delà de la question des commerces, la guerre des prix impacte aujourd'hui tout le tissu économique. Il faut savoir, dans l'économie globale, ce qui procède de la baisse des prix pour améliorer, entre guillemets, ce que vous appelez le pouvoir d'achat, et de ce qui va finir par faire baisser l'économie elle-même, parce que quand vous baissez les prix, vous êtes obligé de baisser les prix de vos propres collaborateurs. Si vous ne baissez pas les prix de vos propres collaborateurs, il faut faire baisser les prix des marchandises qui vous sont vendues. Si vous baissez le prix des marchandises qui vous sont vendues, c'est celui qui vous les vend qui va devoir baisser le prix de ses collaborateurs. On est dans une interdépendance très forte. On a une variable d'ajustement qui est l'humain. On peut très bien imposer aux fournisseurs en leur disant voilà, vous êtes trop cher, vous produisez trop cher, allez donc produire ailleurs, délocaliser, faites comme nous. Allez donc acheter à l'étranger où il y a des gens qui produisent aussi bien que nous. Aux paysans, on leur dit voilà, ces gens qui désherbent à la main, qui sèvent, etc. Non, on va mécaniser. Mettez donc de la chimie à la place d'eux, mettez donc des machines. Et donc, et si vous le faites pas, on ne travaille plus avec vous parce qu'on veut des prix bas. Tout ça, ça entraîne quoi ? Moins de salariés dans le commerce, moins de salariés dans le secteur agricole. On est passé de 6 millions de paysans à 400 000 aujourd'hui. On perd en France quand même une exploitation agricole toutes les 20 minutes. C'est énorme. Autre victime collatérale donc, les paysans. Leur colère cible les géants de la distribution, accusés d'être les principaux responsables de leur appauvrissement, et principalement Leclerc, le spécialiste de la guerre des prix. Henri Brichard est agriculteur-éleveur dans le nord de l'Aisne, pas loin de la Belgique. Il est aussi vice-président de la FNSEA, le syndicat agricole majoritaire. Il est en charge des questions liées à la grande distribution et à la consommation. Quand un consommateur achète pour 100 €, il y a seulement 7 € qui reviennent à l'agriculteur. Et avec ce niveau-là, c'est plus du tout possible pour les agriculteurs de vivre. Il faut que le consommateur aussi en soit conscient, que l'agriculteur a à la fois il fait son métier pour vivre,
Également, on fait beaucoup d'efforts en termes de qualité, de mode de production, et que tout ça a un prix, et que si à un moment donné, l'agriculteur n'a plus la juste rémunération, il sera plus capable de fournir cette qualité, et on sera peut-être obligé d'aller chercher un certain nombre de produits dans des régions du monde où ces efforts ne sont pas forcément effectués. Moi, j'achète pas à la ferme, d'accord? Donc, le prix du lait, il n'est pas fait par Leclerc, il est fait par le marché mondial, l'offre et la demande mondiale. Moi, j'achète à un revendeur, à un transformateur. Et donc, l'agriculteur aujourd'hui est paumé. Enfin, une grande partie des agriculteurs sont paumés parce qu'il n'y a plus le système organisé qu'offrait la politique agricole commune avec des systèmes de subventions, de rattrapage, de péréquation, de prix de retrait. Donc, ils sont paumés. Et leur syndicat, le syndicat majoritaire, a plaidé la liberté des marchés. Mais pour le coup, on voit bien aujourd'hui qu'il y a une faillite de l'après-agricole commune. Il n'y a plus de politique agricole commune. Et donc, il faudrait re-réguler les marchés. Côté syndicat, on revendique une solution diamétralement opposée, que la grande distribution achète plus cher et répercute sur le consommateur. En somme, la fin de la guerre des prix. Je pense qu'on est arrivé au bout d'un système de cette guerre des prix où tout le monde s'aperçoit qu'il va finir par être perdant. Des chaînes de distribution qui se font la guerre des prix, à un moment donné, quand ils sont arrivés au prix le plus bas du plus bas, comment ils font pour s'en sortir? Donc je crois qu'il y a une forme de prise de conscience, même au niveau de la distribution, pour se dire il faut inventer d'autres choses. Il faut quitter cette logique qui part du prix consommateur et on répercute à chaque maillon ce qu'on peut et au final, ce qui reste, c'est pour le producteur, pour construire le prix final au consommateur en partant d'abord du besoin de l'agriculteur. En octobre 2017, à l'occasion des États généraux de l'alimentation, le balancier change de sens à nouveau. Le président de la République s'engage à faire relever les prix d'achat distributeurs pour permettre aux agriculteurs d'être mieux rémunérés. Stopper la guerre des prix, c'est stopper la dévalorisation permanente du revenu des agriculteurs, c'est leur permettre de vivre, ou plutôt de revivre, de leur travail. Et quand vous avez des prix alimentaires, des produits alimentaires en promotion permanente, vous n'avez plus la notion de prix. La FNSEA applaudit, la Fédération du commerce et de la distribution aussi, qui regroupe tous les distributeurs sauf Leclerc. Et justement, Leclerc, lui, n'est pas d'accord. Alors faut-il arrêter la guerre des prix ou la continuer ? Les grands distributeurs français n'ont pas tous la même réponse. Serge Papin, lui, ne dirait pas non à un armistice de la guerre des prix. Ce jour-là, il intervient lors d'un événement organisé par un industriel de l'agroalimentaire et consacré à un nouveau slogan, le bien manger. C'est quoi pour vous manger mieux? On a dit il faut faire des prix, baisser les prix. Bon, mission accomplie, mais à quel prix? Voilà ce qu'on va payer, parce que on voit bien la santé est en jeu. Je sais pas, comment dirais-je, le développement des entreprises, l'agriculture, et on a une inquiétude du consommateur qui est symbolisée par ce Pierre Rabhi, par exemple, qui est connu maintenant. Et Pierre Rabhi, quand vous le rencontrez et que vous mangez avec lui, il vous souhaite pas bon appétit, il vous souhaite bonne chance. Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment, maintenant, de nouveau, on peut redonner confiance aux consommateurs et qu'on puisse vraiment et sincèrement se souhaiter bon appétit. Serge Papin, dynamique pilote de Système U, je me sentais très proche de lui, mais son discours aujourd'hui sur le bien manger et tout ça, il est juste, mais pas à ce prix-là. C'est-à-dire qu'il ne doit pas servir de caution à toute la distribution pour prendre des marges. Il y a quelques mois, une étude est sortie sur le prix du bio en France. Le bio était 64% plus cher que le produit conventionnel. C'est beaucoup trop. Le bio devient prétexte à augmenter les marges. Il ne coûte pas aussi cher à produire aux paysans, à l'agriculteur. Le combat, c'est que le consommateur qui a un faible pouvoir d'achat, ou dont le pouvoir d'achat n'augmente que trop faiblement, puisse accéder à du bio pas trop cher. C'est comme Free dans les télécoms.
Dans un marché dominé par un petit nombre d'acteurs, si l'un d'entre eux ne veut pas arrêter la guerre des prix, elle continue. Nous ne faisons pas notre lit tous les matins d'un discours sur les prix les plus bas. Mais si on ne le fait pas non plus, nos consommateurs vont finir par penser, parce que quand vous ne parlez pas, c'est le bruit qui occupe la place, on le voit tous les jours, nos consommateurs finiraient par penser qu'on n'a pas les prix. Pour ces détracteurs, la guerre des prix épuise tout le monde, alors que s'annonce un plus grand péril. Amazon, le numéro 1 mondial de la distribution non alimentaire, 130 milliards de dollars par an, se lance maintenant à l'assaut de l'alimentaire. Après avoir racheté les 450 magasins bio de l'américain Whole Foods, Amazon a annoncé son intention de baisser les prix sur le bio. La guerre des prix n'est pas finie, elle ne fait peut-être que commencer, car les géants du e-commerce ne respectent rien. Ce sont les nouveaux barbares. En 1950-60, des barbares sont arrivés pour tout simplement prendre la place de ceux qui étaient en place. Ce sont des gens qui ont voulu tout bousculer, ils ont voulu casser les codes. Finalement, 50 ans ou 60 ans après, ce qui se passe aujourd'hui sur Internet, j'ai quasiment envie de dire que ce sont les mêmes. Ce sont de nouveaux entrants, on les appelle les barbares, et ils veulent tuer les anciens dinosaures. Les guerres locales ne sont pas encore finies que commence la guerre mondiale du commerce. Et Amazon détient les armes du futur. Des entrepôts de plus en plus automatisés et robotisés, des centres de distribution toujours plus près du consommateur, un investissement massif dans l'intelligence artificielle pour connaître en profondeur les goûts et les habitudes des consommateurs et du coup hausser constamment le niveau de service. Amazon, au-delà de la question de sa rentabilité, Amazon a une qualité de service qui est exemplaire. Tous les professionnels reconnaissent que c'est Amazon qui a monté le niveau de qualité de service, de l'écoute client sur Internet, et maintenant tout le monde est obligé de se caler sur ce niveau-là. Donc oui, il y a une forte bagarre qui va se faire, par exemple à Paris, avec de temps en temps une surenchère, savoir si on va être livré en 2 heures, 1 heure et demie, 1 heure ou 3/4 d'heure. Est-ce qu'on a vraiment besoin de sa bouteille d'eau à une demi-heure près? J'en suis pas certain. En tout cas, la bataille des délais de livraison a commencé à Paris. Carrefour a été le premier à répondre à l'offensive d'Amazon en proposant la livraison en 1 heure. Un produit vous manque? On vous le livre en 1 heure. Carrefour lance son service de livraison express. Ainsi, Amazon oblige les grands distributeurs à jouer selon ses règles, tout en ne suivant pas celles de tout le monde. Le géant américain ne paie que très peu d'impôts en France et n'a pas les mêmes contraintes fiscales et sociales. Le délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution répercute les revendications de nos géants de la distribution. L'égalité des conditions de concurrence, elle porte sur 5 points simples. 1, que tout le monde paye les mêmes impôts, et donc notamment faire en sorte que les impôts fonciers soient supprimés et qu'on n'ait plus que des impôts sur la vente. Tout le monde paye la même chose. C'est permettre aux magasins d'ouvrir le soir et le dimanche, notamment dans les grandes villes, parce que Amazon peut livrer, il n'y a aucune raison que les magasins ne puissent pas être ouverts à ce moment-là. C'est la possibilité de vendre tous les produits. C'est quand même absurde qu'en France, on n'ait pas le droit de vendre la parapharmacie ou de la pharmacie sans ordonnance et qu'on ait le droit de le vendre par Internet. Et puis c'est enfin agir sur le coût du travail, parce que nous sommes un acteur essentiel en matière de recrutement et notamment de jeunes, et qu'il faut que les allègements de charges se poursuivent. Nous proposons notamment qu'il n'y ait plus de charges au niveau du SMIC, parce que c'est la façon dont on va pouvoir garantir et promouvoir l'emploi peu qualifié dans notre pays. Le chantage à l'emploi n'est pas forcément sympathique, mais à l'évidence, l'explosion du e-commerce pousse à la déréglementation du travail et de l'emploi. Pour autant, les géants de la distribution ne s'en tiennent pas aux doléances. Loin de brader leurs magasins pour investir dans l'Internet, ils proposent un nouveau modèle basé sur la combinaison des systèmes. Aujourd'hui, ce que veulent beaucoup de distributeurs, c'est manquer aucune de vos occasions de consommation. Donc le client qui se balade, où qu'il soit, à quelque moment que ce soit, il cherche quelque chose.
Si, avec son portable, il sait où il va trouver le produit qu'il cherche chez nous, que ce soit dans un petit, dans un moyen, dans un grand magasin, on est disponible pour lui. S'il veut aller dans le magasin pour chercher son produit, il peut. S'il veut être livré chez lui, il peut. S'il veut qu'on le livre dans un magasin et aller le chercher dans le magasin, il peut. C'est vers ça que nous allons. Avant, monsieur et madame H faisaient leurs courses tous les samedis. Aujourd'hui, ils font toujours leurs courses, mais sur Internet, chez Leclerc. Une illustration, le drive. Vous commandez sur Internet, dans votre magasin habituel, quelqu'un fait les courses à votre place, et vous venez chercher votre commande en voiture au magasin. Le drive en 2016, c'est tout de même plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est pas Leclerc qui a inventé le drive en France, c'est Auchan. Mais alors, le leader et largement du drive en France, c'est Leclerc. C'est extraordinaire quand on y réfléchit que c'est un groupe d'indépendants comme Leclerc qui fait 50% des drives en France. On aurait pu imaginer qu'une innovation qui nécessite un investissement collectif très lourd, on aurait pu imaginer que ce soit plutôt Carrefour ou Auchan qui soit leader. Auchan a été très réactif. Mais quand même, Carrefour, on est encore à se demander si c'est rentable. Si le drive semble être une bonne synthèse entre le e-commerce et le magasin, pas sûr effectivement qu'il s'agisse d'une solution rentable au plan économique. Mais la vraie question est celle-ci. Les géants français de la distribution ont-ils la capacité de résister à Amazon dans le e-commerce proprement dit ? Les enseignes capitalistes semblent les plus adaptées aux investissements nécessaires. En 1999, Carrefour lance Aushop, un cybermarché alimentaire destiné aux grandes villes. Aussitôt, Auchan l'imite, avec Auchan Direct. À l'époque, ni l'un ni l'autre ne pousse cette avancée. Du coup, aujourd'hui, ils ont pris du retard. Le e-commerce en ligne, c'est entre 3 et 5% des chiffres d'affaires des géants français. Et Amazon est très loin devant. Amazon, ça y est, hein, vient vous concurrencer. J'ai vu que ça commençait à faire mal à Carrefour. Et vous ? Nous sommes prêts. Nous, les ploucs de province, les épiciers de province, on a compris que ça allait nous arriver comme une tempête. Alors on s'est mis comme le granit en boule en Bretagne. Hein, on attend la tempête. On a investi sur la revitalisation de l'offre de nos hypermarchés. On a investi sur des circuits courts. Et je pense que d'ici 2020, on fera nous-mêmes 10% de notre chiffre d'affaires à partir du digital. Donc en 2018, vous prévoyez quoi ? Et en 2018, je pense qu'on sera la première enseigne, le premier employeur français en France. Le premier employeur ? Ouais. Combien de personnes ? 125, 130. 130 000. Ouais. Et combien d'emplois créés en 2018 ? On est sur 3 000 minimum par an. Ouais. Dans des fonctions logistiques, dans des fonctions marketing. On prend la révolution technologique et digitale comme étant une obligation de faire. Le nouveau site Leclerc est en ligne. Vous pouvez maintenant retrouver tout l'univers de votre enseigne préférée. Une fois de plus, Leclerc bataille à contre-courant. Son plan pour affronter Amazon, créer de l'emploi en jouant le digital avec les magasins et non pas contre eux. Si demain, le modèle e-commerce pur, incarné par Amazon, devenait le seul modèle, il est clair qu'il y aurait une déstabilisation très forte. Déstabilisation de l'emploi. Par millions d'euros de chiffre d'affaires, ce sont des entreprises qui représentent 3 à 5 fois moins d'emplois. N'oublions pas que nous sommes les premiers recruteurs de jeunes peu qualifiés dans ce pays. Aujourd'hui encore, la grande distribution crée des emplois, mais avec un net ralentissement en 2016 et 2017. On peut craindre que le tassement de l'activité des hypermarchés et la concurrence du e-commerce, en réduisant les profits, ne poussent les géants capitalistes de la distribution à agir sur une variable d'ajustement bien connue, l'humain.
Il y a des gains de productivité à faire et tout simplement, c'est de comprimer les coûts. Comprimer les coûts, ça veut dire franchement et clairement supprimer l'humain partout où on le peut. C'est le principe de la grande distribution. C'est de faire passer à la trappe les 400 000 caissiers de la grande distribution pour les remplacer par des caisses automatiques. Donc on va vers un modèle déshumanisé. C'est une machine aujourd'hui qui s'emballe, c'est une machine infernale. Moi j'aime bien dire c'est une sorte d'arme de destruction massive, hein, une espèce de bulldozer qui avance vers la société, qui ne s'arrête plus, qui est lancée à pleine vitesse. Il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête puisque rien n'arrête. Pour moi, la vraie problématique, c'est pas de savoir si les distributeurs vont garder ou pas leurs caissières. La vraie problématique, c'est de savoir si les distributeurs vont garder ou pas des salariés dans leurs magasins. Je ne crois pas du tout à la disparition des êtres vivants dans les magasins, comme certains mauvais prophètes le prédisent. Par contre, demain, vous allez payer avec votre smartphone. Donc, il va y avoir une accélération du processus de paiement. Vous serez connecté préalablement à votre arrivée dans le magasin, vous aurez été identifié, vous passez et en 2 secondes, votre caisse est faite. On sait, dans les grandes surfaces alimentaires, que le passage à la caisse, c'est le problème. C'est l'irritant majeur du point de vue des consommateurs. Donc il va falloir, on a beaucoup travaillé déjà là-dessus, hein, mais il va falloir encore aller plus loin dans la levée de cet irritant. Donc on a essayé avec les caisses automatiques. Bon, en fait, on fait bosser un peu plus le consommateur, donc il est pas très chaud. On sait, et Amazon est déjà en train de le mettre en place, on va avoir des solutions techniques qui permettront de se passer définitivement de la caisse. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. Le magasin du futur, sans caisse ni caissière. Amazon l'expérimente dans cette supérette aux États-Unis, à Seattle, là où se trouve son siège social. Septembre 2017, Amazon cherche à acheter un distributeur français. Carrefour et Casino seraient les plus convoités. À la lumière de ces images, on comprend ce qu'Amazon veut en faire. On commence à voir la convergence des magasins et du digital. Il n'y a pratiquement plus d'entreprises de digital qui, ayant démarré seulement avec le digital, s'est exonérée de mettre en œuvre des magasins. Tous. Donc, le combat pour demain, c'est d'arriver à être excellent sur le digital et dans les magasins. Et la convergence des deux, l'articulation des deux, la connexion des deux au service du client, parce que le client, c'est le mobile, on va pouvoir le suivre, il va pouvoir nous suivre, il va pouvoir comprendre ce que nous pouvons lui vendre, où nous sommes et répondre à ses besoins. Ça, c'est le grand enjeu. Le digital ou le numérique, demain, ça va profondément modifier nos modes de consommation. Amazon et Google font déjà des objets connectés qui peuvent automatiser le ravitaillement de la maison en produits du quotidien. Ils préparent aussi des livraisons par drone. Et le chinois Alibaba expérimente des robots intelligents capables de dialoguer avec les consommateurs dans les magasins. Une nouvelle révolution du commerce est en marche, très différente de la précédente révolution commerciale, celle de la grande distribution. Je pense qu'on vit les premiers soubresauts d'une révolution commerciale qui sera aussi une vague de destruction créatrice. C'est-à-dire qu'on va détruire l'ordre ancien pour un ordre nouveau. Donc ça, je pense que tout le monde en est à peu près convaincu. La vraie question que ça pose, c'est ce que ça va être avec les mêmes acteurs. Est-ce que ça va être avec les mêmes acteurs? Est-ce que ceux qui ont été à l'origine de la destruction créatrice précédente seront capables de trouver en interne les ressorts pour inventer le commerce de demain? Ce que nous montre l'histoire du capitalisme en général, c'est que c'est rarement les mêmes. C'est rarement les mêmes. Aïe, 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 aïe. Ah, j'ai très peur. Très, très peur. Et vous croyez qu'ils sont les seuls? Est-ce que vous croyez qu'ils vont avancer dans le beurre? Je crois pas, hein. Est-ce que vous savez quel est le chiffre d'affaires que font encore les hypers en France? 50% du marché. C'est toujours fait par les hypers. 50% du chiffre d'affaires. Et on dit les hypers sont morts, mais on plaisante. Moi, j'ai connu l'époque où on disait les magasins de proximité, c'est mort. C'est condamné. Vous comprenez, Georges? C'est dead body. Le magasin de 200 mètres en pied d'immeuble, avec des haricots blancs à la tomate,
dans des boîtes de conserve, c'est foutu. Vous avez vu ce qu'il en est advenu. Il y en a des milliers et ça se développe partout. On va pas aller concurrencer Amazon. Voilà. On fera pas ce que fait Amazon. Voilà, on est dans un canapé, à boire une bière, on commande sur un ordinateur et on se fait livrer par Amazon ce qu'on veut. C'est pas ça la vie. Pour nous, et heureusement, vous vous rendez compte, heureusement qu'on considère, nous, que la modernité, c'est d'avoir un bon boucher. Et honnêtement, avoir un bon boucher, c'est plus difficile qu'à de voir la dernière technologie numérique. Très clairement, nous croyons que c'est fini le grand hyper de sortie de ville, grand mall à l'américaine. Mais nous croyons quand même que l'hypermarché à taille humaine restera le vecteur central de la consommation. Un hypermarché rénové, attractif. Voilà, on va sortir de la standardisation, de cette période hyper productiviste. On va revenir à quelque chose de plus vivant, à l'image de ce qu'on a fait dans le rayon vin, qui est devenu une cave à vin. Et tout ça, tout l'offre alimentaire de l'hyper, ça, c'est le meilleur rempart contre Amazon. Si on a la fête plus les prix, les Américains, ils iront se coucher. On veut bien croire notre Gaulois irréductible de la grande distribution. Mais Amazon n'est pas le seul nouveau barbare. Google vient de faire alliance avec le numéro 1 mondial de la distribution, l'américain Walmart. Et le chinois Alibaba, déjà près de 500 millions d'utilisateurs, ne se cantonnera pas longtemps à l'Asie. Aujourd'hui, le capitalisme est mondialisé. Les géants français de la grande distribution pourraient se retrouver bientôt confrontés à la guerre mondiale des nouveaux empires du commerce. Alors il leur faudra choisir, être des alliés, se soumettre ou disparaître.